Série noire à la une. Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Série noire. De la pitié, au cours de l'interrogatoire, elle la repoussera sans cesse de toute sa volonté tendue, de tout son orgueil cabré. On sent pourtant dans la voix, dans le visage austère mais si plein de loyale bonté du président Pressart, dans son souci touchant de ne point ajouter aux lourdes charges qui pèsent sur ses frêles épaules, je ne sais quelle paternelle indulgence. Elle-même d'abord, aux premières questions, les paupières baissées, les deux mains appuyées sur la barre, répond sagement. Oui, monsieur. Non, monsieur. Gentiment comme une fillette grondée par son professeur. Mais bientôt la voix devient plus aiguë, sèche, parfois fausse, toujours artificielle. Le sourire se crispe, les gestes se font durs, anguleux. Quand elle prononce cette phrase lamentable pourtant, Depuis l'âge de 12 ans, je n'ai jamais reçu un baiser de ma mère. on y sent plus de colère que de douleur. Elle se défend des accusations de paresse, de vol, de rupture violente avec divers des groupes auxquels elle appartient avec plus de rage que d'indignation. Ces vives et cinglantes réparties châtient tour à tour le président et les avocats de la partie civile. Quand on lui reproche d'avoir quêté des secours tantôt aux petites sœurs des pauvres, tantôt aux foyers protestants, elle riposte. Parfaitement. C'est une faiblesse et je la revendique. Lorsqu'on lui demande le récit du crime, un peu penché, fronçant parfois ses fins sourcils, appuyant sur certains mots, ponctuant ses paroles du geste sec de ses longues mains flexibles, elle n'a pas une hésitation, pas une défaillance. C'est en vain qu'on attend un cri, un élan, un sanglot jailli du tréfonds de l'être. On n'entend qu'une diatribe politique, assez habile d'ailleurs, avec des mots tranchants, des passages qui visent à l'éloquence, mais tout cela trop appris, trop composé, sans cette chaleur qui monte d'une conviction ardente et d'un cœur qui a souffert. Elle clame ces mots cruels chez un être jeune. Qui m'avait comprise? Qui m'avait aimée? Et personne ne pleure. Diable, du culot, murmure simplement quelqu'un. De la franchise aussi, et qui ne recule pas devant le mortel danger. Rejetée en arrière et dressée sur la pointe des pieds comme un petit serpent sur sa queue, elle crie de sa voix métallique. Je ne regrette pas d'avoir tué Marius Plateau. Mort, réclusion, je suis prête à tout. Un extrait du Petit Parisien du 19 décembre 1923 qu'on retrouve sur Retro News. Germaine Berton, c'est un profil singulier en 1923, Fanny Bugnon. Elle apparaît, Germaine Berton, comme éminemment, en tout cas, à rebours de l'économie générale de la criminalité classique et notamment de la criminalité féminine. Effectivement, elle est d'ailleurs présentée dans la presse comme une nouveauté. Le fait qu'une femme, en France, commettre un assassinat politique est présenté comme une nouveauté. C'est pas forcément une nouveauté, mais elle est présentée comme telle. Oui, il y a un journal au moment de son crime qui dit ça c'est nouveau, voilà du nouveau, quelque chose comme ça. Mais il faut bien dire ce qui s'est passé. Germaine Berton a 20 ans, elle entre au début de l'année, je crois que c'est en janvier 1923, dans les locaux de l'Action française, qui est à la fois un mouvement et une publication, un journal, et elle s'approche du secrétaire de la Ligue d'Action française, qui est l'organisation des militants de l'Action française, et c'est Marius Plateau. En fait, elle voulait atteindre Léon Daudet ou Charles Maurras, qui sont les deux figures comme ça de l'Action française, mais elle tue Marius Plateau. Il lui aurait fait une remarque sur les anarchistes qu'elle n'aurait pas supporté, et pan, voilà, on va dire ce qui s'est passé comme ça. Et elle a voulu aussi retourner le pistolet contre elle pour ne pas, a-t-elle dit, ne pas affronter la justice bourgeoise, qu'elle fera finalement, affronter la justice. L'Action française, peut-être qu'on peut en parler, Christian Delporte, c'est quoi à ce moment-là, en 1923, l'Action française? Alors c'est un journal, c'est le journal de Maurras. C'est un journal qui tire à peu près à 50 000 exemplaires. 50 000 exemplaires, c'est pas énorme. Mais d'abord, mais c'est... tous les jours, c'est un quotidien. Tous les jours, oui, c'est un quotidien. 50 000 exemplaires, ça peut être considéré comme peu de choses, mais son influence va bien au-delà de cela. Notamment grâce à la personnalité de son principal polémiste, pamphlétaire, Léon Daudet, qui est d'ailleurs aussi député de Paris, qui a une influence considérable sur le gouvernement. On est à l'époque du bloc national, donc c'est de la droite qui est au pouvoir, elle l'est justement jusqu'en l'arrivée du cartel des gauches, et on dit, et on a raison de le dire, que l'influence personnelle de Léon Daudet a permis le retour au pouvoir de Raymond Poincaré. Donc d'une certaine manière, il y a une sorte de débordement du gouvernement de droite vers l'extrême droite. Germaine Berton est anarchiste, Fanny Bugnon. Elle-même, elle écrit, elle gravite autour du journal Le Libertaire, elle a publié.
oui, Germaine Berton, malgré son jeune âge, elle apparaît un peu comme ces nouvelles classes dangereuses. Elle est née à Tours, elle est montée à Paris, elle a 20 ans à ce moment-là. Elle a gravité dans les milieux anarchistes individualistes. C'est important d'être sur ce périmètre des anarchistes. C'est les nouveaux anarchistes de l'époque, c'est ça? C'est plus les anarchistes de 1900. Voilà, c'est ça. On n'est plus dans la bande à Bono, entre guillemets. On est sur une approche. La révolution ici et maintenant, on la vit dans son quotidien. Donc on est sur une nébuleuse. Elle gravite effectivement autour du journal Le Libertaire, donc qui est aussi le journal d'opinion qui à l'époque a ses locaux dans le 18e arrondissement de Paris, et elle a eu une proximité familiale via son père avec des engagements syndicaux dont elle explique s'inscrire dans son héritage paternel, et en repoussant d'ailleurs la figure maternelle par la même occasion. Mais en tout cas, ce qui est majeur avec l'affaire, qui du coup est une chronique tout au long de l'année 1923, vous l'avez rappelé, c'est qu'elle va mobiliser au-delà en fait des camps politiques stricts de l'Action française et des anarchistes, ce qu'expliquait très bien Christian Delporte. On est sur une extension du domaine de la droite, entre guillemets, et c'est le cas aussi du côté des partisans de Germaine Berton, qui vont se trouver bien au-delà du cercle extrêmement restreint que représentent les militants anarchistes individualistes. Et parce qu'elle a réveillé quelque chose avec ce crime-là, pour pouvoir convaincre, au-delà, elle a quand même tué, c'est elle qui a tué Marius Plateau, elle a réveillé quelque chose pour pouvoir convaincre au-delà de son propre camp, ou des gens du camp dont elle se revendique. Germaine Berton, d'abord, elle revendique oui. son crime, elle ne s'en cache pas, elle ne cherche pas à faire porter la responsabilité à quelqu'un d'autre, elle assume pleinement la responsabilité, et elle explique pourquoi elle a abattu Marius Plateau, après avoir effectivement dans un premier temps cherché à atteindre Léon Daudet ou Charles Maurras. Elle explique en fait que elle veut venger Jaurès, dont l'assassin Raoul Villain a été acquitté par ailleurs en 1919. Elle affirme en tout cas cette dimension-là, et cette responsabilité en fait va être mise en débat au moment de l'affaire et de son instruction, mais aussi surtout au moment du procès, qui va donner lieu en fait à un affrontement partisan très fort, avec du côté de l'Action française de considérer que Germaine Berton a été utilisée, manipulée par ce que l'Action française appelle une conjuration germano-révolutionnaire, un complot contre la patrie au service de l'Allemagne, au service des soviets, dans lequel Germaine Berton n'aurait été qu'une petite main finalement. Et puis du côté des anarchistes, mais aussi plus largement du camp républicain, on considère que c'est l'Action française en fait qui est responsable du geste de Germaine Berton, en ayant entretenu un climat de violence, en faisant le lien donc avec la mort de Jean Jaurès, et dont Germaine Berton finalement apparaît comme une forme de martyr de la paix et de la République, ce qui est assez amusant pour une anarchiste. Mais est-ce que d'une certaine manière, Fanny Bugnon, cette manière d'analyser de part et d'autre le crime de Germaine Berton est pas une manière de la déresponsabiliser, au sens où, en tout cas, de considérer qu'elle est manipulée d'une manière ou d'une autre, et qu'elle ne peut pas revendiquer en tant que telle son crime? Est-ce que le fait aussi que ce soit une femme, une jeune femme et une anarchiste, est-ce que c'est pas une manière de limiter la portée politique de son crime qu'elle revendique, comme vous l'avez dit vous-même? En tout cas, ce qui est certain, c'est que du côté de ses partisans comme du côté de ses détracteurs, mobilisent des stéréotypes qui visent à la déresponsabiliser, et surtout à naturaliser en quelque sorte son geste. Pour ses partisans qui vont au-delà des anarchistes, elle est une bonne camarade, une jeune femme fière, douce, victime de l'Action française, une gosse de 20 ans, c'est les termes qui reviennent dans les colonnes du Libertaire. La grande journaliste Séverine aussi, qui couvre le procès, indique qu'elle a été abandonnée par sa mère, et donc se demande mais en fait finalement où est sa mère dans ce procès? C'est peut-être elle aussi qui a une responsabilité. Donc on évacue entre guillemets la capacité d'agir pleine et entière de Germaine Berton en ce sens, parce que c'est pas du tout ce que Germaine Berton dit. Elle n'est pas du tout elle sur ce créneau-là. Et puis elle a un avocat aussi qui est une figure du barreau, qui est Maître Henri Torres, qui aussi politise au-delà du geste individuel de Germaine Berton. Et du côté de ses détracteurs, du côté de l'Action française, on reprend aussi des stéréotypes, mais là plutôt sur le mode de la stigmatisation d'une femme déviante. Série noire à la une.